Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP. Jean-François Copé, bonsoir, merci d'être là, bonsoir. Ça commence bien. Les propositions que vous lancez provoquent toujours des réactions, j'imagine que c'est le but recherché, mais en l'occurrence, avec le transfert des cotisations sociales, d'une partie des cotisations sur la TVA, vous avez, semble-t-il, mis tout le monde contre vous. Vous l'avez fait lui-même. On écoute en tout cas, si vous voulez bien, le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire. Vous lui répondez, non? Non, clairement. Et oui. Je sais que je suis proche de Jean-François, mais je pense qu'il faut bien comprendre ce qu'il a voulu dire. Il dit, voilà, il faut ouvrir le débat sur la question du coût du travail. Ça, oui, il y a une question sur le coût du travail. Je ne vais pas au même moment dire aux consommateurs français, oui, je vais me battre pour limiter les hausses des prix alimentaires, parce que je sais que c'est difficile pour vous, et puis de l'autre, leur dire, on va augmenter la TVA ne serait-ce que d'un point. Vous comprenez sa position? Mais attendez, je la comprends d'autant mieux qu'il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Il n'est pas programmé de mettre en œuvre une mesure comme celle-là cette année. Donc c'est pour ça que Bruno a parfaitement rappelé les choses. Et c'est pour ça que je regrettais un peu la position de certains, qui étaient catégoriques au point même qu'on se demandait qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir comme pensée, comme arrière-pensée. Parce que personne n'est dupe. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais justement, je n'en sais rien. Moi, mon propos, écoutez-moi, Judith, mon propos, il est très simple. Et tout le monde est parfaitement en situation de le comprendre. Nous lançons des débats qui concernent l'avenir des Français, qui sont des débats qui se projettent pour l'élection présidentielle. Car nous avons compris les uns et les autres qu'un certain nombre de grands sujets ont besoin de temps pour mûrir. Et que quand on annonce une idée un peu iconoclaste, enfin encore qu'elle est appliquée dans d'autres pays, il est normal, on est en France, qu'il y ait tout de suite les contres qui s'accumulent. Mais de quoi s'agit-il? La TVA anti-délocalisation, c'est quoi? Ça commence par dire ce que nous voyons tous les jours dans la campagne des cantonales. Des Français qui s'inquiètent pour les délocalisations. Des Français qui nous disent « nous voulons que nos usines, que nos ouvriers puissent travailler en France ». Bon, et le président de la République, il tient ce discours, vous le savez bien. Alors à partir de là, quel est notre problème? C'est un problème de coût du travail. Vous connaissez bien ces questions. Quand Martine Aubry ose aller à la radio pour mentir aux Français en disant que le coût du travail en France est moins élevé qu'en Allemagne, on s'étouffe. La vérité, c'est quoi? C'est que sur l'emploi manufacturier, il y a 3 euros d'écart entre l'Allemagne et la France. 34 et 37 euros de l'heure. Bon, donc qu'est-ce qu'on propose? On dit on va baisser les charges sociales et on transfère ces cotisations sociales qui servent à financer la Sécu et qui ne sont payées que par les salariés et les employeurs. On en transfère une petite partie sur la TVA anti-délocalisation. Combien? Un demi-point? Un point? Écoutez, je vais vous dire, à ce stade, tout est ouvert. Tout est ouvert. Je dis juste... Quelle est la fourchette? Non, honnêtement, pour l'instant, on n'est pas sur des chiffres, mais je vous donne simplement un exemple. Si on devait augmenter, par exemple, d'un point la TVA, ça voudrait dire que sur un caddie de 100 euros, ça ferait 1 euro de plus. Bon, donc je crois qu'il faut bien relativiser tout cela, dire que c'est un débat, que l'Allemagne a fait ce choix il y a quelques années et que son économie est tout à fait en croissance aujourd'hui. Nous sommes déjà au niveau de l'Allemagne en ce qui concerne la TVA et qu'on la dépasserait si jamais on l'augmentait. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est pas moi qui dis ça, c'est François Fillon. Mais non, mais tout le monde le dit. Je ne suis pas fou, je connais les chiffres. 19% de TVA pour l'Allemagne, 19,6% pour nous. Je dis juste que, encore une fois, ça n'est pas sur la TVA qu'il y a des différences de compétitivité. C'est sur le coût du travail. Oui. Notre coût du travail horaire est plus élevé que celui de l'Allemagne et que l'idée, c'est de le baisser en transférant une partie de ses charges sociales. On a compris votre idée, mais est-ce que du coup, ça stimule les importations. Ça stimule, les exportations, excusez-moi. Mais est-ce qu'on ne risque pas de se créer un nouveau handicap par rapport aux Allemands sur le terrain de la TVA, pour le coup? Non, je ne le crois pas, parce que le handicap aujourd'hui, il est sur le coût du travail, il n'est pas sur la TVA. Alors ensuite, tout ça doit faire l'objet de débats. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a derrière ça l'idée de maintenir en France nos entreprises et nos salariés. Est-ce que vous en êtes expliqué avec François Fillon, parce que sa réaction a été assez sévère? Elle l'avait déjà été sur les 35 heures. Sa réaction, il est vrai, a été assez brutale, et c'était d'autant plus étonnant qu'il avait, en 2007, vous vous en souvenez peut-être, préconisé lui-même cette mesure. Il parlait même de 3 points ou de 4 points même de la TVA. Donc ça m'a étonné, et ça m'a d'autant plus étonné que, en fait, le président de la République, comme le bureau politique de l'UMP d'ailleurs, a conforté l'idée que chacun doit être dans son rôle. Le gouvernement est sur la mise en œuvre de la feuille de route de cette année. La réforme fiscale, la dépendance, les jurys populaires. Et puis nous, au parti,
on doit être dans la logique de faire des débats. Alors, encore une fois, il faut que ces débats atterrissent. C'est pas des débats comme ça, de n'importe comment. Et je signale que ces débats s'inscrivent aussi dans la stratégie de la campagne cantonale. Car mon objectif aujourd'hui, c'est d'être à fond sur la campagne cantonale. Et que des questions comme la dépendance, des questions comme l'attractivité de notre territoire, et donc, comment enrayer des localisations, ou le pacte républicain avec la laïcité, c'est dans le programme des élections cantonales. Justement, le dernier à avoir parlé de TVA à la veille d'une élection, lui c'était même entre les deux tours, c'était Jean-Louis Borloo entre les deux tours des législatives, les dernières législatives de 2007. Ça, on ne peut pas dire que ça ait vraiment réussi à la majorité, vous ne craignez pas les mêmes répercussions? Je vais vous dire, il faut être tout à fait juste dans la vie, c'est Jean-Louis Borloo et François Fillon. Je crois qu'il faut être juste, parce qu'on accable à chaque fois Jean-Louis Borloo avec cette histoire, et moi je pense qu'il faut rétablir les choses. Donc Jean-Louis Borloo et François Fillon, qui préconisaient 4 points d'augmentation de la TVA, avaient à l'époque suscité des critiques. Bon. Mais il est vrai que la principale faiblesse de l'époque, c'est qu'on l'avait fait entre les deux tours de la législative. Alors que là, l'objectif, c'est de se mettre... un mois et demi des cantonales. Oui, mais c'est même un mois et demi des cantonales, on explique, comme je viens de le faire, que c'est pour baisser le coût du travail et donc empêcher les délocalisations. Oui. Je voudrais dire autre chose, plus globalement. C'est très important parce que ça aussi, je crois qu'il faut maintenant qu'on dépasse un peu tout cela, qu'on fasse les choses de manière plus apaisée. Il faudrait pas que ce soit un drame à chaque fois. Donc, je voudrais simplement dire, de manière amicale, très amicale, à François Fillon et à nos amis ministres, que, encore une fois, il faut accepter que les débats existent et il faut respecter les points de vue des uns et des autres. On ne peut pas, à chaque fois qu'il y en a un qui a une idée, lui tomber dessus. Je vois bien comment, à chaque fois qu'on évoque la question de la fonction publique, des 35 heures, de la fiscalité, dès qu'il y en a un qui a une idée, il prend une avalanche de critiques et on lui dit débat inutile, débat dangereux. Please, comme on dit en Angleterre, quand on est bien élevé. Voyons dans quelle mesure on peut tolérer, accepter et respecter que chaque idée puisse être entendue et débattue. Et c'est ça mon rôle de secrétaire général. Vous savez, la mission qui est la mienne, c'est celle de rassembler. Le président de la République... justement, est-ce que vous trouvez que vous rassemblez? Je le crois, oui. Je le crois. L'autre reproche qui vous est adressé, c'est de jouer un peu personnel et de ne pas soumettre au bureau politique les propositions que vous faites avant de les lancer publiquement. D'ailleurs, Christian Estrosi vous demande d'organiser des votes avant de lancer vos propositions. Est-ce que vous allez vous soumettre à cette procédure? Judith, juste un mot. Ça n'est pas certains qui le reprochent, c'est juste Christian Estrosi. Non, il y en a d'autres. Écoutez, moi, je veux bien entendre les autres noms. En tout cas, lui demande cette demande précise d'un vote. Soyons bien précis. À ma connaissance, le seul qu'il demande, c'est Christian Estrosi, qui lui-même, d'ailleurs, lorsqu'il a lancé un débat sur l'abaissement de la majorité pénale... en tant que député. En tant que député. Vous savez, on est tous députés. Oui. Et lorsqu'il a fait ce débat, il n'a pas demandé un vote. Et moi, je le dis très simplement, son débat est respectable. Et je le lui ai tout de suite dit, même s'il peut y avoir des désaccords. Et je ne lui ai pas jeté l'anathème. Et je pense qu'il faut se sortir de tout cela. Et quand je vous disais tout à l'heure que mon souci est de rassembler, eh bien, oui, effectivement, je rassemble et nous rassemblons. Avec Hervé Novelli, avec Marc-Philippe Daubresse, nous veillons à ce que les sensibilités soient non seulement entendues, mais associées. Des gens comme Pierre Méhaignerie, comme Gérard Longuet, comme Jean-Pierre Raffarin et d'autres. Pour répondre à la question. Pourquoi pas, ça peut arriver. Mais l'idée, c'est qu'on débatte. En tout cas, vous n'avez pas envie de plier à cette procédure. Mais non, c'est pas ça. Vous n'avez pas demandé la permission du bureau politique avant de lancer un débat. Je ne suis pas d'accord avec vous. Le bureau politique, c'était déjà un progrès énorme, se réunit maintenant toutes les semaines. On y prend toutes les semaines des décisions politiques. Mais le vote, ça n'était pas le cas avant ? Ah non, pas du tout. Vous le savez, on se réunissait pratiquement jamais. Mais là, l'intérêt de tout cela, on votera, bien sûr, quand les débats seront terminés. Lorsque nous aurons terminé toutes les réunions thématiques sur tous les sujets, viendra le moment du vote. Vers le mois de novembre, nous déterminerons ensemble une plateforme politique que nous remettrons au président de la République. Donc encore une fois, ce que je demande simplement, c'est que sur tous ces sujets, que ce soit des sujets économiques, des sujets régaliens, des sujets de société, nous soyons plus détendus, plus ouverts aux autres, plus respectueux des convictions de chacun. Et c'est à ça qu'il faut s'atteler. L'appel est lancé. En parlant des cantonales, le PS s'est fixé un objectif de dépasser les 60 départements. Quel est l'objectif de l'UMP ? Écoutez, moi je n'ai pas d'objectif chiffré, parce que je pense que ça n'a pas beaucoup de signification. Si nous l'atteignons, on dira c'est qu'ils devaient faire mieux, et si nous ne l'atteignons pas, on dirait vraiment ils ont échoué. Moi je vais vous dire, de toute façon, nous sommes engagés à fond dans les cantonales. J'ai réuni tous les secrétaires de circonscription samedi. Je me déplace énormément, près de 2 fois par semaine pour soutenir nos candidats. Nos amis élus le font de la même manière. On y va à fond.
Et croyez-moi, dans ce domaine, il y a beaucoup à dire sur le bilan des socialistes dans les conseils généraux qui ont fait exploser les impôts locaux, sur la question de la dépendance, de la manière dont est géré le RSA. Je vois bien que de plus en plus, des voix s'élèvent pour dire, écoutez, que ceux qui bénéficient de subventions, quelle qu'en soit la nature, et qu'il y ait une contrepartie, vous voyez. Donc je crois que sur tout cela, eh bien, il va falloir qu'on ait une réflexion de fond, et ce sera l'objet de cette campagne. Dernière toute petite question sur Jean-Louis Borloo. Il a annoncé qu'avec le Parti radical, il quitterait vraisemblablement l'UMP lors de son congrès qui est prévu pour mai. Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Est-ce que vous allez tenter de le dissuader? Oh, écoutez, moi je serais évidemment un peu triste si Jean-Louis Borloo devait prendre une telle décision, mais à ma connaissance, elle n'est pas du tout prise, et moi je souhaite de tout cœur que nos amis du Parti radical restent dans notre famille. En même temps, chacun est libre de ses choix. Si Jean-Louis Borloo considère qu'il est mieux à l'extérieur, c'est son choix. Moi je le regretterais à titre personnel. Vous savez que j'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour Jean-Louis Borloo, qui a été un très grand ministre, et je redis ici combien j'en serais évidemment triste. Jean-François Copé, merci beaucoup. À demain pour un nouveau Talk Orange Le Figaro. Bonsoir.